Concernant la sculpture, le tracteur de la poésie, nommé les fondateurs, qui va être installé à Plessisville, dans le rang 10. L'inauguration officielle, c'est le 3 octobre. Bon, pourquoi ce thème-là pour la campagne? D'où vient cette sculpture-là? Quand je suis arrivé à Fétubé, j'ai acheté une vieille ferme, bâtiment qui date, le bâtiment de base, vers 1799, début 1800. Ça, autour de ça, il y a eu l'agriculture depuis ce temps-là, jusqu'en 1960, 65, 70, où la Dominant Textile a ramassé le monde. C'était moins forçant d'aller à l'usine que de faire la job de moins en moins payante, puis qui exigeait de plus en plus d'investissement pour garder le rythme avec la nouvelle agriculture, puis les tracteurs, puis les machines qui coûtent des 100 000. Donc, ça a été une rupture culturelle, puis une rupture d'usage du terrain que j'ai acheté, puis des bâtiments. Via un heureux hasard, je me promenais à un moment donné dans le coin des lignes, dans le coin de Stansted, puis dans le champ, un drôle de cheval, une grosse tête, des grandes oreilles, puis vraiment étrange comme cheval. Puis j'ai arrêté mon char, puis je l'ai regardé, puis il est venu me voir, puis je donnais du foin, puis une barre de granola, je donne des morceaux de ça, et vraiment heureux. Le gars, il est venu me voir, Jerry, Bolduc, ostéopathe. J'ai dit, Christy, drôle de cheval. Il me regarde, il part rire. Il dit, tu l'aimes, mon cheval? J'ai dit, oui. Mais il dit, viens, on va aller dans le champ. Je vais dans le champ, puis quand lui s'approchait de l'âne, il baissait les oreilles, il avait pas l'air heureux de ça. Fait que j'ai dit, tasse-toi donc. Il s'est tassé, puis là, soudainement, l'âne est venu vers moi. Puis il s'est frotté sur moi, j'ai serré la tête. Puis je me suis assis, puis il me lâchait la tête, puis il voulait manger le dessus de la tête. Il a fait ça pendant un bon 4-5 minutes. Puis là, je l'ai caressé, puis j'ai dit, couche-toi. Jerry me dit, ben voyons donc, c'est entêter un âne, ça fait jamais ce que tu veux. Il a regardé, puis on dirait qu'il a compris quelque chose. Je l'ai caressé encore, j'ai dit, couche-toi. Il s'est allongé à côté de moi, puis s'est mis la tête sur mes cuisses. J'ai été tellement ému, là, j'ai comme laissé couler des petites averses, là. Puis l'autre, il n'a pas parlé, il est parti. 1 heure et demie après, quand je m'en allais, il vient me voir et il dit c'est pas un cheval. J'ai dit non, il dit non, c'est un âne. Ah oui, c'est un âne des Pyrénées. Ah oui. Puis moi, je suis pas capable de l'approcher, mon âne de même, puis le maréchal Ferrand n'est pas capable. Il n'y a personne qui s'approche de cet âne-là comme tu le fais. Fait que tu le voudrais-tu, mon âne? Puis moi, j'avais un ancien étable, une vieille étable. En haut, c'était la grange pour le foin. Puis j'ai dit, ouais, mais j'ai pas de clôture, j'ai rien. Il dit, regarde, je vais aller t'installer ça. Je vais te donner la machine pour faire le courant électrique, pour faire les chocs. Je vais te montrer comment ça marche. Puis, si tu le veux, je te l'amène chez vous. J'ai dit, ouais, mais comment? Il dit 100 piastres. 100 piastres? Ouais, il dit, c'est symbolique. Finalement, je me retrouve avec cet âne-là. Puis j'ai été obligé d'apprendre à rentrer le foin, faire la différence entre de la première coupe et la deuxième coupe, entre du foin et de la paille. Puis je m'en suis fait passer au début par du monde du coin. Je dirais pas leur nom, mais j'aurais le goût à tabarnak. Mais quand je les rencontre, je leur fais tout le temps un petit fuck you. Mais pas devant personne d'autre qu'eux autres. Un petit fuck you de même. Ouais, parce que les gens, là, quand tu arrives de la ville, tu arrives en campagne, il y en a qui en profitent. Les excavateurs, le monde qui te vend du bois de chauffage, le monde qui te vend du foin. Ils voient une possibilité de vendre des choses 2 fois plus chères. Je dis pas tout le monde, mais il y en a. Puis il y en a, on le voit qu'il y a eu la crise du verglas, il y a du monde qui vendait des chandelles 10 piastres. Vous connaissez l'histoire, puis si vous ne le savez pas, demandez un peu à vos grands-parents à quel point les Canadiens français, ça peut être crosseur envers les autres, là, puis vous allez comprendre. Donc, tu apprends plusieurs choses par rapport à le fait d'avoir un âne, puis à un moment donné, un deuxième âne, puis à un moment donné, 2 lamas pour tenir la compagnie à tout ça. Puis à un moment donné, rien que 2 ânes, parce que les lamas, c'était vraiment trop tannant, ils crachaient dans la face des ânes. Apprendre les territoires, apprendre l'aspect du mâle alpha, la manière dont tu dois traiter un âne puis une ânesse.
puis dans quel ordre tu dois le faire, puis un ensemble de choses que tu comprends pas aussi clairement quand tu deals avec des humains, parce que tu es trop émotionnel. Donc, tu n'as pas ce sens, ce recul-là pour observer les choses qui s'appliquent à toi aussi, là. Mais quand tu commences à comprendre ça, ben là, tu t'inscris dans le temps long. C'est plus 30 secondes de vidéo, c'est plus des notifications, c'est plus le matin puis le soir, non. C'est des saisons. Parce qu'il faut que tu reçoives ton foin. Il faut que tu le cordes. Ensuite, il faut que tu aies sorti le fumier parce que c'est bien beau des ânes, là, mais au printemps, parce que les belles de foin qu'ils ont mangé, là, ben, ils sont rendus sur le plancher. Puis l'hiver, c'est dur de le sortir, puis ça devient glissant, puis les ânes, peu importe. Fait que tu fais ça au printemps, la grosse job. Donc, tu développes le temps long, puis ce temps long-là t'amène dans une forme de archétype de toi-même. Tu rejoins les êtres humains qui vivaient dans cette ferme-là depuis plus que 200 ans. Ben, tu vois la manière dont ils ont équarri, puis pourquoi qu'ils l'ont fait là, c'était plus économique, puis de cette manière-là, tu vois où est-ce qu'ils ont économisé sur l'inutilité. Tu as la base, puis tu as l'usage. Donc, forcément, quand je suis arrivé à la campagne, ce temps long, ce rapport à l'ancêtre, à l'ancestral, au patrimonial, puis à la culture en général, ma culture, ça a débouché sur, au début, métis, puis j'ai bien compris que le vrai mot, c'était membre d'une culture distincte canadienne-française, d'ascendance autochtone. Que ça définissait clairement, sans faire d'appropriation, parce que le mot autochtone, c'est d'ascendance autochtone. Je ne suis pas un autochtone, puis je ne suis pas un métis, mais j'ai une ascendance autochtone. Donc, le Canada comprend ça très bien. Mais les Autochtones, eux autres, ils se boquent à dire que « Ouais, mais t'es pas un Autochtone, you're not a native ». Bon, ça, je te le dis, là, ça fait 10 ans que je te l'explique. Puis si tu comprends pas ça, ben je ne sais pas par quel bout commencer. Je te l'explique en français, en anglais, avec des screenshots, des preuves, des définitions, avec l'explication, avec des vidéos. Non, c'est vraiment bloqué dans la tête quelque part, là. M'empêcher de vivre, empêcher ma culture d'exister parce que toi, tu décides qu'on ne mérite pas d'exister, puis tu veux pas qu'il y ait de racisme à ton égard. Donc, c'est systémique, là, le racisme à l'égard des Métis en processus de reconnaissance au Québec. Puis, ben, plus clairement, des gens ils se disent même pas Métis, ils veulent pas l'être. Ils veulent simplement que leur culture soit inscrite dans le discours public officiel pour qu'on arrête de passer à la trappe depuis des centaines d'années. Depuis que les Anglais sont arrivés ici, puis que oui, ils ont mis les Premières Nations dans des réserves, mais ils nous ont coupés de nos alliés. De toujours, depuis déjà 100 ans et plus, dans certaines familles, entre autres la mienne, ils nous ont coupé de nos alliés, puis d'un ensemble de relations, puis d'activités comme transporter par canot des choses, faire beaucoup de transports, c'était beaucoup dans ma famille. Aussi aller faire du trappage ou être dans une forme de milice de protection des camps, payé par des compagnies ou payé par des entrepreneurs, peu importe. Donc tout ça, ça existait puis ça existe. Puis, il y a eu une coupure à partir de 1760-59 et un peu plus, forcément, de plus en plus qui ont rapetissé le territoire des Premières Nations, qui les ont concentrés. Ben nous autres, ils nous ont coupés de ça. On ne pouvait plus aller les voir, puis on ne pouvait plus rien faire, on ne pouvait plus célébrer. J'ai des petites notes qui sont écrites là, dans des billets que ça s'appelait à l'époque, là, où tu vois quand même qu'il y a une tristesse, il y a une dépression qui s'installe pour beaucoup de familles parce que à ce moment-là, ils sont obligés maintenant d'être de la main-d'œuvre, de la cheap labor, beaucoup pour, vu qu'ils étaient proches de l'eau, ben pour décharger les bateaux, charger les bateaux, faire la job de matelot au rivage.
puis lors de l'embarquement des choses. Puis il y en a beaucoup qui ont glissé plus vers des bidonvilles, des petites communautés. On va dire au Québec des fois, ah ça c'est un village de BS. Ben, originellement, c'était ça là, qu'il y a eu dans les années 70, il y avait ces villages-là. Puis encore aujourd'hui, puis ça, c'est pas en dénigrant les gens, là, mais il y avait une paye du gouvernement qui était l'aide sociale, comme les Premières Nations avaient une paye du gouvernement qui était Première Nation. Ben, les Métis, en processus de reconnaissance, les gens de la culture qui étaient très proches des Autochtones qui ont été amputés de ça, ont souffert beaucoup, puis on n'en parle pas de ça, parce qu'on n'accepte pas que ça existe, comme si c'était pour voler de quoi aux Premières Nations. Donc, tout ça pour dire que le fait que je suis arrivé en campagne, puis que je me suis connecté sur des choses de plus en plus fondamentales, essentielles, ben ça m'a amené à vouloir, dans ma sculpture, représenter ce que je vivais. Donc, ça a commencé sur le terrain par des vieilles roues en fonte, des vieilles machines d'agriculture, du métal que je découvrais au détecteur de métal, puis les gens qui voyaient que je faisais des choses qui m'en amenaient. Au début, gratis, puis à un moment donné, ben acheter. Puis après ça, le métal de récupération, parce que le métal, ce qui est fort intéressant là-dedans, autant que c'est le rapport au passé, à l'histoire, quand tu prends une roue agricole, ben dès que tu prends une pièce de métal, que ce soit du métal de récupération que tu vas trouver chez des ferrailleurs où tu vas pouvoir acheter à livre ou à tonne, puis ce métal-là, il y a des parties de ce métal-là, des atomes, qui ont été recyclés, récupérés de peut-être des canons ou des chars d'assaut ou des épées ou des fourchettes ou n'importe quoi qui a été utilisé il y a des centaines d'années, puis peut-être même des milliers d'années dans certains cas. Il y a des atomes, ça a été rebrassé, rebrassé, rebrassé. De nos jours, c'est 60 peut-être plus même souvent. La récupération du métal a de tout le temps été là. Donc, quand j'utilise des roues, des pièces agraires, puis que je ramasse aussi du métal industriel, puis que je fais un assemblage, dans l'état d'esprit, l'intuition de ce passé-là où j'habite, puis l'usage, la compréhension des personnes qui ont touché, les images qui me viennent. Quand j'arrive dans la grange, parfois, je vois ce qui se passait à l'époque. L'hiver, à un moment donné, les zones avec la buée, j'arrive là. Puis j'imaginais à quel point l'hiver, c'était tout seul, puis il faisait fret. Puis si tu chauffais pas le poêle, ben t'avais rien, puis il n'y avait pas d'électricité. Puis c'est comme ça que ça se vivait. Les fenêtres étaient petites, tu rentrais dans ton cocon. Puis je me disais à cette époque-là, c'est ces outils-là qu'ils utilisaient. Donc quand tu vois tout ça, le rapport que tu peux comprendre avec le passé du métal, qui date de centaines d'années, de milliers d'années, le passé de l'usage, puis l'utilisation que tu en fais vers le futur. Quelle ligne, quel flambeau tu veux remettre au prochain. La prochaine personne qui va revoir ces pièces-là, ce métal-là ensemble, est-ce qu'il va être capable de saisir ce que toi, tu veux lui transmettre? Ce que tu aimerais amener comme flambeau? Puis fort heureusement, ben je commence à être connu, je commence à émerger en tant que sculpteur professionnel. J'ai vendu une pièce à Cowansville, à la ville de Cowansville, qui a été inaugurée il y a quelques semaines. Là, j'en ai une pour la ville de Plessisville qui va être inaugurée le 3 octobre. Puis je travaille sur un projet important à Magog. C'est gardé sous silence pour l'instant. Puis c'est quelque chose d'important qui m'intéresse depuis longtemps. Ça a probablement me donné l'occasion de faire comme un parc, lier l'aménagement de jardin que je fais, l'aménagement aquatique avec la sculpture, comme j'aimerais faire mon doctorat en art visuel, sur lier les deux, la sculpture puis l'aménagement.
Donc, c'est pour ça aussi que je travaille avec le métal. Mais il y a quelque chose aussi que j'explique, c'est que c'est des matériaux rouillés. J'ajoute parfois un peu de peinture, le rouge. Un peu de rouge, pour plusieurs raisons que j'expliquerai pas ici. Mais les objets sont rouillés, donc ils vont devenir de plus en plus rouillés. Puis quand je fais la finition, que je renforce avec du métal nouveau, une fois que c'est fini, j'enlève le flux au marteau. Des fois, je boffe un petit peu. Puis, j'ai un mélange d'acides, de différents acides. Je chauffe avec ma torche au propane le métal, puis je fais comme pour un bronze. Puis, avec mon mélange, quand j'ai la bonne température, donc je vais donner une patine pour marier l'ensemble des réparations avec la sculpture. Puis parfois, le métal qui est rouillé, la patine est comme une tache. C'est pas très beau, ça ne fit pas. Donc, tu passes un coup de brosse métallique avec ton grinder, tu ramènes ça où est-ce que tu aimerais que ça soit, avec des taches quand même qui restent. Tu gardes du pigment de ça, mais tu l'atténues, puis là, tu viens refaire une patine là-dessus qui va marier avec l'ensemble de ta sculpture. Puis là, ça va, wow! Donc, la corrosion, c'est fort intéressant. Mais pourquoi aussi? Parce que j'exprime quelque chose d'important pour moi, c'est le syndrome de la banane verte. De nos jours, quand les bananes sont vertes, les gens y veulent, puis dès qu'il y a des petites taches brunes, ils les mettent de côté. Puis c'est de plus en plus ça. Donc, il y a un syndrome de la banane verte, c'est que il y a du monde que dès qu'ils sont rendus à 18 ans, 19 ans, ils sentent vieux. Puis la société a une forme de fixation maladive sur le bébé. Tandis que les aînés, eux autres, là, non, on les tasse. Il y a eu le COVID, oui, c'est bien important, mais ils ont tellement agi en Mongol que tu te demandes pourquoi il n'y a pas une enquête criminelle. C'était comme un crime contre l'humanité, la manière dont les gens ont agi par rapport aux personnes âgées. Ça n'a pas de sens, là. Donc, tout ça pour dire qu'aujourd'hui, je vous ai parlé de ça. Vous allez avoir peut-être une couple de photos que je vais joindre. Puis quand l'inauguration va être faite, je vais demander des images de drone. Donc, on va être capable de vous donner autre chose. Au plaisir. Mon ami de la ferme, c'est Jack. Jack la tondeuse. C'est lui qui fait le désherbage autour de la maison. Il y a des plantes qu'il aime, il y a des plantes qu'il n'aimera pas. C'est clair qu'à un moment donné, au bout d'un mois, le gazon est comme ça. Donc, la tondeuse, ça a été une nécessité. J'ai trouvé chez Walmart tous les types d'outils de jardinage, de très bonne qualité, mais à un prix raisonnable aussi. Au début, Jack a eu un moment d'énervement. Je pense qu'il était jaloux parce que la tondeuse, elle mangeait plus vite que lui. Puis c'est pas plus cher, finalement, en essence ou en carottes, c'est pas mal pareil.